Bonjour Mathilde. Donc pour te présenter, tu as passé une grande partie de ta carrière dans le secteur automobile et maintenant tu as fondé donc en 2017 Made in France 360, une agence et plateforme média qui accompagne et met en avant le savoir-faire français. Donc je te laisse, prendre la parole et présenter cette session de pitch. Parfait Mathilde, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est la seconde session, comme Mathilde vous a dit, des Love Pitch. On va recevoir 9 acteurs engagés qui vont présenter donc 9 projets, 9 marques. Les consignes, vous les connaissez, c'est 5 minutes, on veut tout savoir, ce que vous faites, où vous vivez, ce que vous produisez. Donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet parce que le temps est compté. Et on va commencer donc avec Capucine, de la marque Saint-Lazare. Capucine, je te laisse, voilà. Et si vous posez des questions aussi au passage, allez-y dans le chat et moi, bien sûr, je ferai le relais. Capucine, à toi de commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Capucine Thirier, je suis la fondatrice de Saint-Lazare. C'est une marque engagée dans l'upcycling élégant et français. Voilà, notre mission, c'est de donner une seconde vie à des matières destinées à être jetées. C'est vraiment la définition de l'upcycling, en les transformant localement en accessoires de mode, bijoux et bagages élégants et durables. Par exemple, nous récupérons des lances à incendie que nous transformons en ceintures, porte-cartes et portefeuilles. Nous récupérons des chutes de feutrine qui recouvrent l'intérieur des TGV que nous transformons en pochettes d'ordinateur et d'iPad. Nous récupérons des chambreurs de vélo, de camions, de tracteurs qui sont pour une partie découpés au laser pour faire des motifs pour nos boucles d'oreilles, sautoirs. On fait des porte-cartes, des portefeuilles, des nœuds papillons, des bretelles. Nous récupérons également de la toile nautique et des ceintures de sécurité que nous transformons en sac à dos et en sac week-end. Et on récupère aussi de la toile de parachute pour faire la doublure de nos porte-cartes et nos portefeuilles. Voilà, ça, c'est un petit peu les matières que l'on récupère aujourd'hui. Voilà, Saint-Lazare, on s'est entouré d'un réseau de partenaires. Voilà, moi, j'aime bien ce terme parce que c'est vraiment... je ne parle pas de sous-traitants, mais vraiment des partenaires qui font partie de l'équipe Saint-Lazare. Sans eux, nous, on ne serait rien. Donc, à ce jour, on a 7 partenaires. Donc, on a un atelier qui nous fait tout le tri, la découpe et le nettoyage de nos matières, qui est notamment un ESAT, j'y reviendrai après. On a un atelier qui fait toute la découpe laser. On a un autre atelier qui fait de la broderie parce qu'on a de plus en plus de demandes d'entreprises qui sont à la recherche de cadeaux durables et made in France et qui souhaitent personnaliser nos produits pour les offrir à leurs clients, collaborateurs, investisseurs. Voilà. Et après, on a 4 ateliers de maroquinerie basés en France. Voilà. Et donc, tous ces ateliers ont relevé le défi, parce que c'est vraiment ça, d'arriver à sublimer nos matières, à créer du désirable avec ce qui ne l'est plus à nos yeux, à réussir à adapter leur savoir-faire aux spécificités de ces matières qui sont vraiment insolites. Je prends l'exemple de la personne qui fait la découpe laser. Lui, il a l'habitude de découper du bois. C'est vrai que nous, on arrive avec nos chambres à air. Voilà, c'est différent pour lui. Et donc, du coup, il a dû appréhender cette matière pour arriver à créer des produits élégants. C'est pareil pour les ateliers de maroquinerie. Au début, ce n'était pas simple d'en trouver, parce que c'est vrai qu'ils travaillent du cuir. Nous, on arrive avec des matières insolites, des lances à incendie. Ça ne se travaille pas du tout comme du cuir. Et pour autant, l'objectif recherché, c'est d'avoir un produit aussi qualitatif et élégant qu'on peut avoir avec du cuir. Donc voilà, tous ces ateliers ont vraiment relevé le challenge d'arriver à créer du beau, parce que nous, on est vraiment sur des produits élégants. Voilà, on est vraiment du coup exigeant sur les finitions et sur la qualité, parce qu'on a vraiment envie de créer des produits beaux, élégants, et qu'en fait nos clients achètent nos produits parce que voilà, ils sont beaux et que en fait après la matière passe après, enfin toute la démarche d'upcycling passe ensuite. Vraiment, le mot qui revient souvent, c'est bluffer. Les clients sont bluffés par la qualité des produits et des matières que l'on arrive aujourd'hui à travailler. Voilà, donc c'est vrai que nous, on est très engagés au niveau environnemental, donc de par nos produits. Après, on va un peu plus loin aussi sur l'emballage. Nos emballages
ils sont recyclés ou upcyclés. On est voilà, chez un hébergeur qui est écologique. Voilà, on essaie vraiment d'avoir une démarche globale. Donc très engagé au niveau environnemental et voilà, on essaye aussi d'agir au niveau social. Donc on travaille aujourd'hui avec un ESAT sur la partie tri, découpe et nettoyage et on a aussi un atelier de maroquinerie qui est un ESAT qui emploie que des personnes fragilisées par un handicap et qui nous fait aujourd'hui tous nos sacs, pochettes, nœuds papillons et bretelles. Voilà, un travail super qualitatif, on est très fiers et du coup ça a beaucoup de sens pour nous. Voilà, donc chez Saint-Lazare, on essaye d'agir pour une mode circulaire, locale et solidaire. Et on essaye voilà, de créer des produits élégants qui soient à la fois bons pour l'homme et pour la planète. Voilà, donc je vous invite à découvrir nos créations et notre démarche d'upcycling élégant et français sur notre site saintlazare.fr. Et n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux Facebook et Instagram. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Capucine, très complet. Donc, n'hésitez pas effectivement à suivre cette jeune marque sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, les 5 minutes, ils ont été tenus. Donc, bravo. Merci. On va passer maintenant, bonne journée, à Christelle de la marque Beyo. Elle peut se connecter avec le micro. Voilà. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Christelle, je suis créatrice de Beyo Paris. Moi, j'ai eu la chance de m'évader pendant 22 ans grâce à mon métier d'hôtesse de l'air chez Air France. Et au bout d'un certain temps, j'ai été face à une dissonance cognitive en lien avec le caractère polluant donc, du transport aérien. Et là, je me suis dit qu'il serait intéressant de travailler sur mon empreinte carbone individuelle et de trouver un moyen de la réduire. Donc, j'ai pensé que ça pouvait passer par la valise et j'ai cherché donc des vêtements élégants, éco-responsables et qui correspondent à des circonstances de temps et de lieu par rapport aux escales où j'allais. Et j'avoue que j'ai eu du mal à trouver. Donc, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de répondre à un besoin qui est également celui de mes collègues navigants et donc de créer de jolies pièces adaptées à des circonstances de temps et de lieu et qui allient évasion, respect de la planète et mode. Donc, j'ai créé Beyo. Et donc, Beyo, c'est quoi? Chez Beyo, nous dessinons et créons de jolis modèles durables qui sont associés à des circonstances de temps et de lieu, et cela autour de 4 piliers. Donc, le premier étant de co-créer avec une jeune styliste parisienne, ancrée dans son époque, qui a travaillé avec Hermès, qui travaille actuellement avec le groupe Kering. Le deuxième pilier, c'est d'utiliser exclusivement des matières éco-responsables. Donc, la première histoire s'écrit autour de l'upcycling. On a eu la chance en janvier 2021 de travailler avec une start-up en intrapreneuriat chez LVMH qui nous a permis d'utiliser les fins de rouleaux de tissu d'exception des stocks dormants de chez LVMH. Donc, une très belle aventure. On faisait partie des 5 premières marques à tester ce concept. Donc, aujourd'hui, Nona Source est à la caserne et ça se développe de manière positive. Et donc, le troisième pilier, en fait, consiste on a voulu être en avance sur la loi climat. Et pour cela, on a décidé donc de calculer l'impact de nos produits avec des ingénieurs textiles. Et on a fait appel à Fairly Made, qui nous permet donc de calculer notre impact de manière sociale, environnementale, de traçabilité et également de recyclabilité. Et le quatrième pilier, donc, c'est le Made in France. Donc, pour moi, c'était en fait une évidence de faire fabriquer en France. Après, je ne savais pas comment j'allais être reçue et si j'allais trouver un atelier de confection en France alors que je n'existais pas en tant que marque. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai cherché pendant le premier confinement un atelier. J'ai trouvé un atelier à Marseille, Fil Rouge, qui m'a accueillie de manière ultra positive. Bon, j'avoue qu'en fait, les circonstances étaient en ma faveur, quelque part, et parce qu'ils avaient peu de production à ce moment-là. Donc, une aventure a commencé qui s'est construite sur une confiance mutuelle.
le fait que j'ai des beaux tissus provenant de chez LVMH, il est clair que ça m'a beaucoup aidé dans la démarche. Et donc, suite à cela, on a donc, je dirais, co-créé, puisque moi, je suis partie sur des robes. J'ai co-créé avec l'atelier de confection mes premières créations. Celles-ci ont été présentées lors d'une campagne Ulule qui s'est hyper bien passée. Aujourd'hui, on a donc livré tous les articles, toutes les robes et également les accessoires, puisqu'on avait aussi fait des petits accessoires pour la campagne. Donc, voilà, une belle aventure avec Fil Rouge et qui continue. Et j'ai souhaité également, comme mon siège social est à Toulouse, travailler avec un atelier encore plus local. Et j'ai eu la chance de trouver un atelier dans le Tarn, une petite structure qui souhaite s'agrandir et qui m'a également accueillie avec les bras grands ouverts. Et on commence une aventure autour de l'accessoire pour démarrer. Et voilà, donc j'ai lancé ma première précommande avec une banane fabriquée dans le Tarn. Donc, concernant Beyo et le Made in France, pour moi, c'est une évidence, comme je vous disais, pour avoir un impact positif avec un transport bien plus réduit. L'énergie utile pour la fabrication en France n'a pas le même caractère polluant. Et le fait de créer des emplois, c'est hyper gratifiant. Donc, la mission de Beyo, c'est d'accélérer la transition écologique de la mode. Et pour moi, ça passe par la localisation et également par le consommer moins mais mieux. Donc, c'est vraiment la démarche de Beyo. Parfait. Donc, suite à cela, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, donc Beyo Paris. Et vous pouvez également vous inscrire sur la newsletter de beyoparis.com pour co-créer avec nous cette belle aventure. Parfait, merci beaucoup Christelle. On va passer, il n'y a toujours pas de questions. On va passer à Benjamin. Alors, il y a 3 Benjamins. Là, ça va être le Benjamin de la marque Leiter. Si tu peux te connecter. Voilà. C'est bon, j'arrive pas à allumer ma caméra. C'est parti, à toi de jouer. 5 minutes. Bonjour à tous, merci Arnaud. Donc, je m'appelle Benjamin Hoge, je suis un des 2 cofondateurs de Leiter avec Benoît Tardif, mon associé. Là, je vous parle de la Bretagne. On est à Rennes et on travaille entre Rennes et Paris. Et on a, on va dire, une bonne quarantaine tous les deux voilà, pour la fiche d'identité. D'abord, je suis hyper content de participer à ces Fashion Green Days sur le territoire fabricant parce que toutes les marques qui sont là, et j'en connais quelques-unes, on est tous là parce que il y a un vrai savoir-faire local et que c'est parce que tous ces fabricants existent encore sur nos territoires qu'on peut faire émerger des marques comme les nôtres. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment important d'en parler. En quelques mots, l'origine de Leiter. En fait, il y a 3 ans, avec Benoît, on ne trouvait pas de marque qui à la fois nous correspondent d'un point de vue style, caractère, et avec lesquelles on aimait s'habiller et prendre du plaisir, et en même temps d'avoir des marques hyper transparentes, comme toutes les marques qu'il y a ici aujourd'hui, qui font un réel effort pour essayer de limiter les impacts d'un point de vue environnemental, puis de faire mieux d'un point de vue social. Et donc, on n'en trouvait pas assez. On s'est dit, on va monter cette marque. Et en même temps, on avait cette idée et on savait qu'il y avait ce chiffre de 100 000 tonnes de vêtements qui sont jetés chaque année juste en France. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces matières pour fabriquer des nouveaux vêtements? Et donc, on est parti pendant 1 an faire un peu notre tour de France, notre tour des territoires fabricants. Et on a rencontré plein de monde, on a découvert plein de savoir-faire. Et on a surtout réussi à mettre au point nos tissus en chaîne et trame 100% recyclés grâce à des partenaires dont je vais vous parler dans 2 minutes. Et aujourd'hui, donc Leiter, c'est une marque de surchemise et de vestes 100% recyclées. Puis il y aura d'autres produits qui vont arriver. La philosophie globale de Leiter, c'est la cohérence. L'idée, c'est-à-dire on n'est pas parfait.
On est très loin d'être parfait, même dans notre consommation, on a tous consommé, en tout cas nous, on a consommé n'importe comment pendant des années. Donc l'idée n'est pas de juger, mais de faire mieux, de prendre chaque étape du process de fabrication, de la conception, la fabrication, les matières, le transport, la distribution, mais aussi la seconde vie du produit et sa fin de vie, et toujours se dire comment est-ce que je peux améliorer un petit peu ce procédé pour aller vers une économie un peu plus circulaire. Et notre objectif, c'est arriver à un peu faire la preuve que un modèle économique circulaire dans l'industrie textile, c'est possible, c'est viable, et surtout c'est possible sans renier le plaisir qu'on a de s'habiller, parce que sans ce plaisir, voilà, on pense que ça doit rester un vrai moteur pour l'innovation et pour ce développement économique. Je voulais vous parler d'un partenaire en particulier, on en a une dizaine en France, mais pas que, aussi en Europe proche. D'abord, comment on choisit un partenaire chez Later? L'idée, c'est d'abord de privilégier les valeurs, d'avoir des valeurs communes, d'avoir un même objectif, une même direction, un même sens pour cette industrie. C'est vraiment l'élément le plus important, au-delà de la culture ou de la langue, qui sont aussi très importants. Ensuite, on a une exigence, on s'est positionné sur un niveau de qualité très, très important, parce qu'on veut que les vêtements qu'on fabrique, c'est bien d'utiliser des matières recyclées, mais s'ils ne durent pas 10-20 ans, c'est juste de l'énergie gâchée et de la pollution en plus. Donc voilà, le niveau de qualité, c'est aussi un critère important pour choisir nos partenaires pour toutes les étapes. Enfin, il y a la partie proximité. Donc, bien sûr, la proximité géographique, elle sert à quoi? Elle sert à pouvoir, pour nous, à pouvoir innover, à maintenir les relations humaines qui sont hyper importantes dans ces projets où on part un peu d'une feuille blanche et qu'on essaye on essaye de faire des choses nouvelles. Et pour imaginer des choses nouvelles, il y a la technologie, c'est super, on peut faire plein de choses, mais se voir, se rencontrer, se sentir, travailler ces relations humaines, ça reste pour nous l'élément le plus important pour réussir à faire de belles choses nouvelles. Et donc, ce partenaire dont sur lequel j'ai envie un peu de braquer le projecteur, c'est les Filatures du Parc, qui se trouvent en Occitanie, à Brassac, c'est près de Castres. C'est une région qui était la capitale mondiale du délainage au Moyen-Âge, et puis ensuite au 19e siècle. Il y a eu cet essor industriel qui a fait que ça a pris beaucoup d'ampleur, et puis les années 80 sont arrivées, et comme beaucoup de ces régions, elles ont été un peu, ou même complètement sinistrées industriellement. Mais il y a quelques entreprises, et il y en a encore qui vivent aujourd'hui, qui arrivent à cultiver ces savoir-faire de père en fils, et c'est le cas des Filatures du Parc, qui existent depuis je crois, au moins 70 ans. Et donc, on a rencontré Fabrice et Eric et toutes ces équipes qui bossent depuis plus de 10 ans sur l'innovation du recyclage, et qui ont réussi à mettre au point un procédé pour défibrer des anciens vêtements, et avec une technique qui permet de ne pas trop abîmer la fibre d'origine, et à partir de cette fibre d'origine, on va refaire du fil sans ajouter aucune teinture, puisqu'on utilise les couleurs d'origine des vêtements qu'on va récupérer pour fabriquer, par exemple, cette surchemise pleine de couleurs. Et donc voilà, ces partenaires, on partage les mêmes valeurs d'innovation, de relations humaines, de confiance, de transparence, et c'est ce qui fait un peu la force de notre projet, mais aussi de tous les projets qu'on a autour de nous, parce qu'il y a plein d'initiatives, et toutes les initiatives sont bonnes, quelles que soient les directions qu'elles prennent. Voilà, cette notion d'innovation et de R&D est vraiment importante pour nous. D'ailleurs, on est en train de relancer un nouveau projet de recherche avec la filature et avec un autre tisserand qui s'appelle Tissu Calvet, juste à côté, à Castres également. Voilà, cette notion d'innovation est très importante pour maintenir ces savoir-faire et bien sûr en créer de nouveaux. Donc voilà, pour conclure, je voudrais juste parler de composer avec l'existant. On a des ressources partout autour de nous, utilisons-les. L'existant, c'est bien sûr notre histoire, l'histoire de notre pays, c'est nos savoir-faire, nos compétences, nos moyens, nos contraintes, mais aussi bien sûr la situation écologique. Donc utilisons toutes ces ressources existantes pour générer du plaisir, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que si on n'a pas le plaisir, on n'arrivera pas à transformer toute cette industrie et notre société. Voilà un peu l'histoire de Later. Merci beaucoup, Benjamin. Ton site internet, quand même? Ouais, later.eco, later.eco. Et sur Instagram, Later Project, later_project. Et on a très, très, très envie de vous y voir.
Parfait, merci beaucoup. Merci. Quatrième pitcher, Benjamin Camille, de la marque Oday. Oday. Ouais. C'est Vous parti, m'entendez? ça peut jouer. Très bien, Oui. parfait. Alors, bonjour et merci pour l'opportunité de vous présenter mon projet. Moi, ça fait 4 ans que je travaille sur une chaussure éco-conçue. L'objectif était de mettre en place une chaussure qui peut être produite et recyclée selon un modèle d'économie circulaire. Donc, c'est-à-dire, la première contrainte, c'était d'avoir très peu de matériaux différents dans la conception de la chaussure. La deuxième contrainte, c'était de se forcer à ne pas utiliser de colle ni de couture pour pouvoir séparer les différents éléments de la chaussure et les recycler indépendamment. Et en fait, enfin, la troisième contrainte, c'était de pouvoir tout faire localement pour des raisons écologiques et économiques évidentes. Donc, la chaussure, c'est plus simple pour moi de vous la montrer. Elle se présente comme ça. Donc, il n'y a que 3 éléments différents. Donc, un chausson en mousse de VA qui est fabriqué à Dijon, qui est en fait la même matière qu'une Crocs. Des lanières en cuir que je confectionne moi-même dans mon atelier au Pré Saint-Gervais. Et des petits éléments plastiques qui, là, sont en impression 3D, qui vont se clipser toujours sans utiliser de colle ni de couture, mais qui, dans un futur très proche, seront fabriqués à partir de bouchons plastiques recyclés qu'on va faire avec les ateliers Samsung. Donc, sur la partie territoire fabricant, oui, ça me parle parce que nous, ça a été très, très compliqué, en fait, de réussir à la faire produire en France, notamment justement pour le chausson en mousse de VA. En fait, dans le développement de la chaussure, moi, j'ai dû d'abord faire la modélisation 3D et arriver avec une preuve de concept avant d'aller voir les prestataires pour pouvoir avoir un devis sur les prix de fabrication. Donc, ça m'a pris 1 an à peu près parce que je travaillais sur des prototypes en polyuréthane. Et en fait, quand j'ai démarré ma prospection pour les faire fabriquer ici en France, je serrais un peu les fesses parce que je savais que les coûts allaient être quand même très, très chers. Mais par contre, je ne m'étais pas du tout attendu à ce que, en fait, le savoir-faire n'existait pas en France, en fait. Donc, je suis passé par Europage, je suis passé par plein de plasturgistes et en fait, ils m'expliquaient tous que, le savoir-faire n'existait pas, même pour des semelles ou des claquettes sur le VA expansé. Et qu'en plus de ça, le process d'injection que je voulais utiliser, donc ce sont des presses verticales, fonctionne avec un opérateur qui doit rester près de la presse, donc des coûts de main-d'œuvre incompressibles. Et donc pour eux en France, même si c'est des choses qu'ils faisaient, ils ne le font plus du tout parce que tout avait été exporté en Chine parce qu'ils ne pouvaient pas être compétitifs. Donc ça a été vraiment la douche froide pour moi dans le développement. Puis finalement, j'ai continué à chercher. Bon, je regardais un peu sur l'Europe, mais bon, le cœur n'y était pas, au Portugal et en Italie. Et j'ai finalement trouvé un plasturgiste qui bosse surtout dans l'automobile, qui était prêt à prendre le risque, qui m'a dit que si je trouvais un mouliste, on pourrait se mettre à 3 pour essayer de voir comment avancer. Bon, après, il m'a prévenu que ça prendrait beaucoup de temps, qu'on allait essuyer les plâtres et que ça n'allait pas marcher du premier coup. Et donc, en fait, j'ai trouvé un mouliste, donc ces ateliers Bottemo à Angers. Et en fait, on est allé à 3, on s'est réunis, on a travaillé ensemble et en fait, c'était très satisfaisant parce que toutes les compétences techniques étaient là. Et en mettant tout ça en commun, en fait, on a réussi à recréer un savoir-faire qui n'existait pas, enfin, à inventer un savoir-faire qui n'existait pas en France. Donc voilà, donc c'est Plastirobel pour le plasturgiste et les ateliers Bottemo, sans qui rien n'aurait été possible et avec qui on a travaillé main dans la main. Donc ça a été vraiment compliqué puisque le moule a dû être modifié 4 ou 5 fois. Il a fait beaucoup d'allers-retours entre Angers et Dijon. Mais voilà, on a fini notre développement récemment. En début d'année, on a fait une campagne de pré-vente, notre première campagne de pré-vente. On a vendu 200 paires. Et donc, on a fini le développement tout récemment. Et là, je commence cette semaine à envoyer les premières paires. Donc, je remercie aussi tous les gens qui nous ont supportés sur Kickstarter, qui nous ont permis de payer les moules qui restaient à fabriquer. Et également aussi Refashion, qui nous ont donné des subventions pour le premier prototypage, et l'ADEME, qui nous ont aussi accompagnés sur le paiement des moules. Je suis allé un peu vite. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais pour moi, c'était l'essentiel en fait sur le développement du projet et sur vraiment les vraies contraintes qu'on a eues à le faire fabriquer en France. Non, mais ça fait 5 minutes. C'est parfait de nous avoir présenté, je vais dire, cette chaussure, on va dire, révolutionnaire, si je puis me permettre. Et un peu la morale de l'histoire, c'est quand on veut, on peut, ou vice-versa. Et bravo pour effectivement le travail qui a été fait pour trouver et sourcer et faire du Made in France avec cette chaussure. Ouais, ça n'a pas été facile, mais merci. Ouais.
Voilà. Bon, on enchaîne. Et cette fois-ci, donc, Carole, de la marque Inadea, si tu peux te connecter. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est là? Oui. C'est bon. Vas-y, à toi de jouer. Ouais, bonjour, donc moi je m'appelle Carole, je suis la créatrice de la marque Inadea. Donc je vis en région parisienne à Suresnes. Donc Inadea, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes, streetwear et engagée. Donc je m'inspire beaucoup des codes du sportswear tout en restant dans un univers très féminin. J'ai lancé ma première collection cette année en février sur la plateforme Ulule en pré-vente. Alors moi, j'ai longtemps travaillé dans l'univers de la mode et notamment du luxe parce que j'étais couturière dans les grandes maisons parisiennes. Et en fait, au bout de quelques années, j'avais envie voilà, de me retrouver et de travailler sur un projet qui était vraiment en accord plus avec mes valeurs, notamment la bienveillance et le respect, ce que j'avais du mal un peu à retrouver dans le domaine du luxe. Et du coup, j'ai toujours rêvé de lancer ma marque, donc c'était le moment. Et sauf que c'est vrai que dans ma vie personnelle, je m'intéressais de plus en plus à l'écologie. Donc, pour moi, c'était impensable de lancer une marque qui n'était pas éco-responsable. Et donc, en fait, avec Inadea, j'ai essayé de conjuguer à la fois la mode et les tendances et aussi d'essayer d'avoir un impact écologique le plus faible possible. Donc, en fait, mon objectif avec Inadea, c'est de créer une marque avec un style affirmé, original et proche des tendances, mais tout en proposant des produits éco-responsables. Donc, pour ça, j'utilise principalement des matières comme le coton bio labellisé GOTS. J'utilise aussi du lin pour mes accessoires. Et du coup, je fais fabriquer en France. Donc, je travaille avec un atelier qui s'appelle Emo à Troyes. Donc, j'ai choisi de travailler avec Emo principalement aussi pour leur qualité. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu un peu du mal à trouver un atelier qui avait le même degré de qualité que moi vis-à-vis de mes produits. Venant du luxe, je suis assez pointilleuse sur les détails. Et voilà, et Emo, ils ont l'habitude de travailler aussi avec des marques de luxe. Ils ont travaillé notamment avec Balmain ou avec Sonia Rykiel. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé un partenaire idéal, en tout cas, qui répond à mes attentes. Et aussi qui, du coup, qui est assez proche de la région parisienne, puisque ils sont à Troyes, donc c'est à 2 heures de Paris, ce qui me permet d'aller les voir régulièrement, de faire chaque rendez-vous de lancement de production pour les prototypes. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est ce que je préfère aussi dans le fait de faire du Made in France, quoi. C'est vraiment la proximité avec le fabricant et de vraiment travailler main dans la main. Et sinon, en fait, j'ai gardé aussi le système de prévente. Donc là, j'ai lancé une nouvelle collection qui est aussi en prévente parce que du coup, je trouve ça plus pratique pour connaître les quantités de production et du coup, ainsi éviter la surproduction et le gaspillage. Et voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour d'Inadea. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Inadea-du8fr. Je présente sur Instagram, Facebook, voilà, le principal. Ou sinon, mon site web www.inadea.fr. Voilà. Bon, parfait, Carole. Si la prévente, on sait que c'est un système qui est maintenant de plus en plus utilisé pour éviter le gaspillage. Il y a une prévente qui est en cours, c'est ça, qui se termine bientôt ou... Ouais, j'ai lancé la prévente là mardi dernier et ça se finit le 22 octobre. Bon, ben, j'invite tous les spectateurs et auditeurs d'aller en profiter. Voilà, Ouais. voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, bon, on enchaîne. Le dernier Benjamin, donc Benjamin Lasserre, de la Source Française. Voilà, c'est bon. À toi de jouer. Super, merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous, je suis Benjamin Lasserre, je suis le cofondateur de la Source Française et aussi responsable sourcing au sein du studio La Racine, une agence de design global spécialisée dans la fabrication française. Aujourd'hui, c'est un love pitch un peu particulier que je vais vous proposer. Pourquoi ? Parce que moi, je vais déclarer ma flamme à tous les fabricants et à toutes les marques ici présentes. J'ai d'ailleurs une question à vous poser, à vous les marques. Qui, parmi vous, s'est déjà dit « c'est compliqué de trouver un fabricant français adapté à mes besoins ». C'est un constat que vous avez peut-être fait, que nous, au sein du studio La Racine, on fait depuis longtemps et que beaucoup de monde s'est fait l'année dernière au début de la crise sanitaire.
C'est pour ça qu'on a décidé de lancer la Source Française, une plateforme multisecteur de mise en relation entre professionnels qui a pour but de permettre à toutes les marques, à toutes les entreprises de trouver un fabricant français adapté à leurs besoins. Adapté à leurs besoins en termes de volume de production, de matériaux, de techniques, etc. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, à partir du mois prochain, la plateforme sera en ligne et vous permettra à vous, marque, de venir déposer une demande, une recherche de fabricant. Un questionnaire interactif vous permettra de venir exprimer clairement votre besoin. Puis notre équipe de professionnels du Made in France vous recontactera pour confirmer cette demande, bien saisir vos attentes, puis vous recommander les fabricants français adaptés pour y répondre. C'est maintenant vers les fabricants que je me tourne. Pour que cette plateforme soit pleinement efficace, on a besoin d'avoir le plus de fabricants possible pour avoir une vision exhaustive de tout ce qu'on peut faire en France. Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour vous inscrire sur la plateforme avant son lancement. Cette inscription, elle est totalement gratuite et nous vous assurons de ne recevoir que de la demande qualifiée selon vos contraintes de production et les attentes que vous nous aurez partagées au moment de votre inscription. En quelques mots, on souhaite mettre à profit notre expérience d'agence de design et de bureau d'études externalisés spécialisés dans la fabrication française, d'abord pour accompagner les porteurs de projets et les marques dans leur recherche de fabricants ou dans la maturation de leur projet de lancement, et aussi pour garantir aux fabricants un filtrage efficace de la demande entrante. C'est-à-dire fini les sollicitations chronophages et finalement non pertinentes qui peuvent arriver chez vous, et fini pour les marques ces échanges infructueux et douloureux qui parfois restent en suspens. Enfin, la question qui peut-être brûle les lèvres de tous, en tout cas j'imagine, comment est-ce qu'on gagne notre vie? C'est assez simple et on a la volonté d'être totalement transparent sur ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas seulement un outil technologique. Cette plateforme, c'est en fait une vitrine de la communauté des fabricants français engagés pour la réindustrialisation de notre pays, pour une consommation plus juste et plus responsable. C'est pourquoi l'inscription des fabricants, elle est totalement gratuite. On va vous proposer 2 types d'affichage sur la plateforme. Un affichage standard, qui, comme j'ai dit, sera gratuit, efficace mais assez limité, et un affichage optimisé où vous aurez la possibilité d'ajouter du contenu à votre page fabricant, des photos, des vidéos, les services annexes que vous pouvez proposer à vos clients, et surtout d'apparaître de manière prioritaire dans les résultats de recherche. Cet affichage optimisé, il est possible en échange d'une adhésion fixe à l'année à notre communauté, de l'ordre de 350 €, et c'est tout. Il n'y a pas de frais de dossier, pas de commission. Nous, les commissions, c'est un système qu'on refuse parce qu'on ne veut surtout pas que notre service vienne rajouter une couche supplémentaire au prix du Made in France, des produits Made in France. On a essayé de trouver un prix fixe, juste et accessible qui nous permet à nous de rentrer dans nos frais et à vous, demain, d'augmenter votre visibilité et votre chiffre d'affaires. Côté marque et porteur de projet, la recherche de fabricants, elle sera totalement gratuite aussi. C'est-à-dire que vous pourrez effectuer une recherche, trouver votre fabricant, ce sera complètement gratuit et en complément de cette activité, on pourra vous proposer des services supplémentaires de notre bureau d'études qui, eux, sont des services, des prestations de services classiques qui seront donc payants et ça pourrait être la réalisation de vos plans, de vos modèles 3D selon les secteurs. Ça peut être aussi la gestion totalement externalisée de votre consultation fabricant, etc. Je vois que le temps passe vite. Bon. Voilà un peu pour moi. J'arrive presque à la fin de ces 5 minutes. Je voulais vous remercier. Merci à tous de votre attention. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux de votre choix. Instagram, La Source Française, ou bien sur LinkedIn ou sur Facebook. Également, n'hésitez pas à orienter vers nous vos fabricants pour qu'on puisse créer la plus grande communauté possible, en fait. Dès le mois prochain, je vous invite aussi à vous, les marques, à venir nous donner votre avis sur la plateforme, à venir faire vos recherches. Et enfin, tout simplement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, la fabrication française et les territoires des fabricants, ce sont des sujets qui nous passionnent, qui nous animent au quotidien. Et donc, on sera toujours très heureux d'échanger avec vous. On l'espère de pouvoir vous aider et aussi de contribuer à ce mouvement auquel vous appartenez tous, une réindustrialisation plus juste, plus verte et prometteuse pour notre beau pays. Merci à tous. Merci Benjamin. Donc, rendez-vous dans quelques semaines. Ça va arriver très, très vite. On emboîte le pas avec Antoine, pour permettre ce petit jeu de mots. Antoine, merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, je suis Antoine Fokker, je suis le créateur d'Incibopa. Donc, j'ai créé il y a 4 ans la première marque de chaussures artisanales et personnalisables distribuées par des ventes privées à domicile. Donc, en fait, notre modèle, il tient en 3 mots-clés. Toute notre production est 100% française. On travaille avec 4 ateliers aujourd'hui,
3 ateliers à Romans-sur-Isère, qui est réputé pour la qualité de son savoir-faire, mais qui est aussi une région qui a souffert. J'y reviendrai sur comment on apporte notre petite pierre à l'édifice et avoir cette fierté de contribuer à la relocalisation. Et un atelier au Pays Basque qui fait nos espadrilles et nos chaussons, qui est entreprise du patrimoine vivant et que vous avez peut-être découvert sur l'émission Faut pas rêver il y a quelques jours, qui était consacrée au Pays Basque. Donc, ce sont des ateliers souvent familiaux, traditionnels, et qu'on a vraiment choisi pour la qualité de leur savoir-faire. Deuxième point clé, donc, tous nos modèles sont personnalisables. C'est-à-dire que, en fait, pour chaque modèle que vous allez pouvoir choisir, vous en avez 2 derrière moi, que ce soit des bottines femmes, des baskets, on a maintenant des modèles hommes. Vous allez pouvoir choisir vos cuirs, vos talons, vos semelles, les lacets, enfin plein d'exemples de personnalisation. On va faire cette chaussure à la demande et vous allez la recevoir en 3 semaines. Et donc, de fait, le troisième point clé, c'est qu'on a une production qui est éco-responsable, puisqu'on produit uniquement à la demande, sans stock, le surstock étant, en particulier dans la chaussure, vraiment un enjeu important, sans matière gâchée, avec un circuit logistique très court. Et puis, on pousse la démarche jusqu'au bout, puisqu'on n'a pas non plus d'emballage. Nos chaussures sont remises dans des pochons en coton, mais on n'a pas de boîte à chaussures. Voilà, donc ça, c'est nos engagements. On a fait le choix aussi de faire ça par des ventes privées à domicile. Donc, je vais vous demander d'oublier 3 minutes la vente Tupperware classique. Et vous imaginez qu'on peut organiser chez vous un apéro chaussures avec nos ambassadrices. On en a 40 en France, qui vont vous présenter nos artisans, nous raconter votre histoire, qui vont vraiment vous faire un essayage personnalisé et un service haut de gamme jusqu'au bout. Le tout pour 2 fois moins cher qu'une boutique, puisqu'une ambassadrice, elle n'a pas toutes les charges fixes d'une boutique, et donc en commission, elle va toucher à peu près 25% des ventes, quand une boutique nous prendrait plus de 50% de commission. Donc c'est aussi une façon de rendre ce luxe plus accessible en prix et géographiquement, puisqu'on couvre à peu près les 2 tiers du territoire avec nos ambassadrices. Et j'en profite pour dire qu'on recrute sur toute la France, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Voilà. Pourquoi c'est formidable de produire en France? C'est formidable pour nos clients, évidemment, parce qu'ils n'achètent pas seulement une chaussure, mais la fierté de contribuer aussi au maintien de nos savoir-faire. C'est formidable pour nos équipes de vente. Moi, je constate un sentiment d'appartenance et une fierté aussi de nos commerciaux à pouvoir véhiculer ces valeurs-là. Et je pense que ce sont des thèmes clés aussi sur l'engagement des équipes. Et puis, évidemment, alors je vais vous citer les ateliers qui on travaille. Magic Fit à Romans-sur-Isère, qui fait les chaussures de danse avec les stars, pour vous donner des exemples. L'atelier Archer, qui est spécialisé dans la réinsertion. Insoft, qui a sa propre marque de chaussures éco-responsables, s'appelle Hector. Et on travaille avec Don Quichos pour les espadrilles, qui est, donc je disais, entreprise du patrimoine vivant. Et aujourd'hui, on a des relations de proximité qui sont assez fabuleuses. On peut se rendre dans ces ateliers beaucoup plus facilement que quand on travaille avec l'Europe ou bien plus loin. On contribue quand même à relocaliser des filières qui ont souffert. La chaussure à Romans, c'était plus de 6000 emplois. Aujourd'hui, c'est moins de 600. Mais on s'est refédéré dans une association qui s'appelle Romans Cuir pour relocaliser et retravailler ces sujets-là. Donc, il y a une vraie fierté aussi de contribuer à ce mouvement. Voilà. Après, juste pour conclure, produire en France, ce n'est pas simple tous les jours, c'est plus cher. Donc, la question, pour moi, c'est comment produire comment inventer un service un peu unique et pas faire de la série. C'est pour ça qu'on a fait ce service de production à la demande. Et puis, certaines compétences ont disparu. On ne peut plus faire de talons en France, par exemple, pour notre domaine. Donc, c'est un mouvement de fond, c'est un mouvement collectif. Et j'espère que dans les années à venir, on contribuera aussi à pouvoir relocaliser un certain nombre de savoir-faire périphériques de sous-traitants qui sont nécessaires aussi à la production de chaussures. Voilà. Marque, ainsibopa.fr, réseaux sociaux pareil, ainsibopa, UNSIBEAUPAS, si vous voulez découvrir. Et puis, si vous voulez organiser un petit apéro chaussures, on sera ravis de l'organiser chez vous. Super, merci Antoine. Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, la vente à domicile, c'est peut-être quelque chose intéressant pour l'avenir pour résoudre des problématiques de distribution. Donc, merci pour l'exemple. Merci. On enchaîne rapidement avec Jeanne. Jeanne arrive justement. Ah, on fait Pauline avant ou comment Oui. Ouais. Bon, Pauline? Atelier, ouais. J'arrive. Je vais chercher mon produit. Donc, il nous reste encore deux pitchs. Donc, on est dans le timing. Et après, vous pourrez aller déjeuner, car ça sera, je pense, la pause déjeuner. C'est ça, Mathilde? Oui, c'est ça. C'est ça.
Pardon. C'est pas grave, c'est normal. Bon, on a eu déjà quand même 7 projets, moi je trouve très, très intéressant. On apprend pas mal de choses. Donc voilà. Ah, il y avait une question quid de l'éco-conception de recyclage de la chaussure. Oui, alors là, c'est dommage, elle vient juste d'arriver. Katia, bon, on verra après avec Antoine comment on peut effectivement répondre à cette question après. Sauf s'il nous écoute, mais. Oui, je suis toujours là. Tu peux peut-être répondre à la question rapidement. Combien de temps s'il ne vaut pas? Oui, alors sur l'éco-conception et le recyclage? Oui, bah, les deux, combien de temps vous existez Alors, ça fait 4 ans qu'on existe, enfin, c'est la 4e année d'existence. Et donc, voilà, on est en assez fort développement. C'est pour ça que je parlais de recrutement aussi. On espère recruter de nouvelles ambassadrices, ou ambassadeurs d'ailleurs. Le recyclage, c'est honnêtement… Alors, l'éco-conception, c'est… et le recyclage, c'est des sujets qui sont assez compliqués en chaussures. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est qu'on a beaucoup de composants différents dans une chaussure et des cols, des choses qui sont compliquées à recycler. Donc, pour être très honnête, aujourd'hui, je n'ai pas de solution technique pour faire recycler nos chaussures. L'objectif, c'est qu'elles soient déjà le plus durables possible, qu'on génère le moins de stock. Mais pour les conceptions, pour l'instant, on a adhéré à un site qui s'appelle redonner.fr. Je crois que plusieurs marques ici présentes sont aussi partenaires, où vous pouvez contribuer. En fait, on vous propose des points de collecte pour recycler vos vêtements et vos chaussures et essayer de trouver des solutions pour réduire votre impact. Mais aujourd'hui, sur ces sujets-là, je pense qu'on a besoin de travailler collectivement ou avec des industriels un peu plus puissants que nous, parce que ce sont des sujets d'une grande complexité technique. C'est beaucoup plus compliqué que dans le textile, par exemple, parce qu'on a beaucoup plus de composants différents et malheureusement encore de produits chimiques. Donc, c'est des sujets qui sont vraiment au démarrage, y compris pour des grandes marques comme Veja ou autres, sur lesquelles on initie à peine ces projets. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Et, bon, j'ai vu que Pauline avait récupéré son produit. Donc, Pauline, c'est bon, tu peux te connecter. Alors, on ne t'entend pas, ton micro n'est pas allumé. Désolée. Voilà, Vous m'entendez bien? Bon. Nickel. Bon, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pauline Combe, j'ai 23 ans. J'ai fondé Atelier Verdé il y a à peu près 1 an. Donc, Atelier Verdé, on recycle une matière peu commune que j'ai juste à côté de moi. Vous l'avez peut-être mieux le voir sur ce petit produit, qui est de la chambre à air de tracteur. Donc, elle est présente là sur la partie. Et là, c'est du cuir qui est recyclé. Cette matière, je la recycle depuis que j'ai à peu près 16 ans. J'ai un cursus plutôt design, donc j'ai fait art appliqué. Après, j'ai fait un BTS design de mode. Au départ, je ne pensais pas faire une entreprise. J'ai lancé avec le confinement, en fait. Je suis revenue en Mayenne, voilà. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et que si je ne le faisais pas maintenant, ça allait être trop tard par la suite. Donc, on est 2 associés. Il y a Clément, lui, qui s'occupe de la partie digitale. On a choisi d'être seulement en précommande. On a une matière aussi qui a pas mal de contraintes parce que la chambre à air de tracteur, elle n'a pas toujours les mêmes épaisseurs. Donc, il y a toujours une notion, on ne peut pas non plus, même si notre produit est industrialisé, on ne peut pas non plus faire des énormes quantités. Enfin, je pense qu'un modèle en distribution classique, ça ne serait pas intéressant pour nous et ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de développer. Donc, on est plus sur un modèle de précommande exclusivement web, bouche à oreille aussi beaucoup. Et puis, du coup, donc, au niveau de nos ateliers, je fabrique avec j'ai trouvé mon atelier qui est près de Nantes, qui est classé patrimoine vivant, qui travaille à Manches chez Decathlon, et qui, eux, vraiment nous ont accompagnés depuis le début. Donc, on a lancé le premier modèle qui est le sac Paulette, que j'ai juste à côté. Voilà. Et puis, donc ça a été pas mal de rebondissements, vu qu'on parle avec les fabricants. Ça a été vraiment, ils nous ont vraiment soutenus et aidés parce que ça fait à peu près 30 ans qu'ils ont de savoir-faire. Il y a eu pas mal de galères aussi parce que entre développer un produit, ça demande du temps, donc il y a des choses à régler, notamment sur la chambre à air qui n'est pas toujours un matériau évident à travailler. Il faut savoir que la chambre à air, on la retraite aussi, elle est gravée en fait au laser. Et pareil sur la gravure au laser, au niveau des contraintes techniques, c'est une matière qui est concave
donc qui doit être bien à plat. Donc voilà, nettoyage, en atelier, il y a toujours des choses à améliorer. Mais malgré tout, je suis contente de ce projet et on a une belle visibilité pendant 1 an, donc je trouve ça vraiment top. Voilà, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais vu qu'on parle de fabricants, je suis partie sur le sujet. On a pris une alternante dernièrement, donc on est 3 dans l'équipe, voilà. Et au niveau de nos produits, donc on essaie vraiment d'avoir une démarche amovible. Donc c'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup du produit, mais sur la notion du produit, on a un rabat qui est amovible, on a la lanière qui est amovible. On essaie vraiment d'avoir un produit qui soit le plus qualitatif possible et dans la durée. Faut savoir que du coup, l'atelier, donc c'est l'atelier Barreto, si je peux citer son nom, travaille aussi avec d'autres, avec le luxe en général. Et il travaillait avant donc dans la sellerie, plus particulièrement. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont accepté de nous suivre, c'est que travailler des matériaux complexes, c'était un challenge aussi pour eux et que ça ne leur posait pas forcément de soucis. Donc voilà sur cette partie. Et puis voilà, l'idée, c'est qu'on lance un modèle tous les mois. Ça nous permet aussi de tester nos produits, de voir ce qui fonctionne le plus, d'améliorer aussi en continu nos produits. Et avec un délai de livraison en précommande, on est plus sur 1 mois après la fin des précommandes. Donc, on est en général sur 2 à 3 semaines de précommande. Et après, on envoie 1 mois après la fin des précommandes les produits en général. Voilà. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Tu as dit pas mal de choses. Si. Il manque ton adresse Internet, tes réseaux sociaux. Ah oui. Bon. Quand même. Du coup, on est en précommande pour Noël. Donc là, on vient de les lancer il y a 2 jours. On a sorti un porte-carte homme, d'ailleurs, pour messieurs. Donc, le site internet, c'est Atelier Verdé. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok, voilà, tous les réseaux que vous souhaitez. Super, merci beaucoup, Pauline. Et on va finir donc avec Jeanne. Jeanne, est-ce qu'elle est connectée? Super. Bon, ben Jeanne, tu clôtures le bal. Oui. Tu as 5 minutes, voilà, pour nous raconter. Ok, ben moi je suis Jeanne, j'ai 27 ans, j'ai créé Marjane il y a un peu plus d'1 an. Moi depuis que j'ai 10 ans, je suis passionnée par la mode, par la haute couture et par l'artisanat français. Et quand je suis arrivée à Paris à l'âge de mes 20 ans, je voulais absolument travailler dans une très grande maison que j'adore. Et j'ai été habilleuse pendant 3 ans dans cette maison. Et lors de mon premier défilé, qui était un défilé haute couture, la première d'atelier est venue me voir et elle m'a dit: tu fais très attention, cette robe c'est 198 heures de travail. Et c'est là où j'ai vraiment pris toute la mesure de l'artisanat français, des métiers d'art et juste la beauté de cette pièce. Et j'ai constaté que je me suis questionnée sur pourquoi ces métiers d'art qui sont implantés en France, où tous les savoir-faire sont français, ils sont à Pantin notamment, pourquoi on ne peut pas le rendre accessible au plus grand nombre. Et puis après, dans ma formation, je suis passée par de grandes maisons de couture françaises, Chanel, Chloé et Hermès. Et j'ai, en parallèle avec ma vie personnelle, où je consommais vraiment local et raisonné, je me disais, mais pourquoi je ne peux pas le faire avec les vêtements? Et en fait, dans mon dressing, j'ai constaté qu'il y avait j'avais aucune pièce qui était fabriquée en France, où j'avais une traçabilité tant sur le tissu que sur la fabrication. Et c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de créer Marjane en me disant je vais faire une marque de vêtements avec mon style, mon pouvoir d'achat et avec la fabrication française, parce que je sais qu'en France, on a tous les savoir-faire pour la confection. Et puis, on a aussi des ressources exceptionnelles en termes de tissus, et on peut travailler avec des fournisseurs qui font les 3/4 au moins de la production des tissus en France. Donc moi aujourd'hui j'ai lancé la première collection sur Ulule en février 2021. Je vais lancer la prochaine collection automne-hiver à la fin du mois, qui sera une collection complètement upcyclée, et je travaille avec mon fournisseur qui s'appelle Nona Source, qui est une start-up qui a été créée par LVMH et qui récupère les stocks inutilisés des maisons de couture LVMH. Donc c'est des tissus exceptionnels
exceptionnel et on part de stocks existants, donc il n'y a pas de reproduction. Et moi, je voudrais mettre à l'honneur aujourd'hui aussi l'atelier avec qui je travaille de confection, qui est situé du coup à côté de là où j'ai vécu, là où j'ai grandi dans les Deux-Sèvres, qui travaille avec de grandes maisons de couture. Et c'est une scope, donc c'est un atelier qui est dit démocratique, et parce que chaque personne, il n'y a pas de hiérarchie en fait, c'est pas du tout pyramidal, c'est une hiérarchie horizontale, et c'est 40 femmes qui ont un savoir-faire exceptionnel et qui m'ont pris sous leur aile et qui me partagent chaque étape de la production de mes pièces. Et donc, je suis vraiment ravie de travailler avec elle, et c'est pour ça que je veux promouvoir l'artisanat français, parce qu'on a toutes les ressources aujourd'hui en France pour faire du beau Made in France de qualité, avec des personnes qui croient en notre projet et qui croient en nous. Super, Jeanne. Petite question, je suis allé voir sur ton site. Marjane, un petit truc à dire autour de ça pour finir? Oui, Marjane vient de la Marianne française, parce que je m'inspire des années 60, et c'est dans les années 60 qu'est apparue la première Marianne, avec Brigitte Bardot notamment, et France Gall, qui sont pas France Gall, Catherine Deneuve, qui sont de grandes sources d'inspiration pour moi, et dans le style vestimentaire pour Marjane. Et voilà, Marjane, c'est une marque française qui promeut l'artisanat français, le savoir-faire. Donc, de Marjane à Marianne, il n'y a qu'une lettre qui diffère. Voilà, c'était le beau mot pour finir cette session de pitch. Merci beaucoup. Ton site internet, tu l'as donné? Marjane.fr. Voilà, logique. Oui. Super, bon, merci à tous.